Voici un cours de philosophie de Georges Labica sur le marxisme, deuxième partie, de l'objet de la théorie. La dernière fois, nous nous sommes souciés, vous vous en souvenez, du mot marxisme. Et nous avons commencé par interroger ce mot. Rappelons brièvement ce que nous a apporté cette approche. D'abord le fait que le recours à ce mot, qui est toujours le nôtre, est l'indice d'une difficulté à penser ce à quoi il renvoie, c'est-à-dire à la qualité et à la nature de l'effort théorique dans lequel Marx s'est engagé et qu'il a tout simplement oublié ou qu'il n'a pas pu nommer. Ce que recouvrait cet effort, c'était une véritable révolution théorique. Révolution dans les habitudes de penser, révolution dans les habitudes d'agir. Nous retrouverons la nature de cette révolution, mais soulignons-la tout de suite. Elle est dite par Marx de façon très explicite à travers une thèse qu'il a développée dans un carnet de notes et qui est devenue aujourd'hui une sorte de maxime courante. Lorsque Marx dit, c'est la 11e des thèses sur Feuerbach, les philosophes jusqu'ici se sont contentés d'interpréter le monde, ce dont il s'agit maintenant, c'est de le transformer. Cette phrase a eu des échos considérables. Je n'en prends qu'un parce que aujourd'hui, il nous est devenu, grâce à certains effets de la propagande politique plus familiers, c'est la définition que donnaient au mot Marx, Breton et Éluard, quand ils ont écrit le dictionnaire du surréalisme. Au mot Marx, nous trouvons ceci, je cite de mémoire. Marx et Rimbaud disent la même chose. L'un dit « changer le monde », l'autre dit « changer la vie ». Et vous savez que changer la vie a eu dans les dernières années des échos politiques tout à fait considérables. C'est là la révolution théorique de Marx qu'il faut parvenir à penser. Mais peut-être aujourd'hui même, nous n'en avons pas encore tous les moyens. Et c'est pourquoi il ne faudra pas s'étonner si, chemin faisant, lorsque nous parlerons notamment de l'histoire du marxisme, nous constaterons que nous nous éloignons beaucoup de ce programme de Marx. D'autre part, nous avons vu qu'il s'agissait d'une entreprise fondamentalement critique, mais d'une critique qui se dotait de moyens concrets, c'est-à-dire qui ne sortait pas de la tête du penseur qui en énumérait les conditions, qui renvoyait au contraire à des sujets sociaux, à des porteurs sociaux, que ceux-ci, dans la lutte de classe, étaient essentiellement ce que Marx appelait le prolétariat, c'est-à-dire la classe ouvrière, mais nous verrons que, chemin faisant, historiquement, ce concept s'est élargi au point qu'aujourd'hui, il doit désigner, mais j'y reviendrai, l'ensemble des dominés. Arrêtons-nous toutefois encore un peu à ces leçons. J'avais indiqué la dernière fois qu'aux yeux de Marx, le communisme manifestait son existence de l'intérieur même des rapports capitalistes de production. Savoir qu'il était de la nature du développement des rapports capitalistes de production, de prévoir leur propre disparition à la faveur du développement de la force antagonique dont ils étaient porteurs et qui était celle du travail salarié, c'est-à-dire qui était celle de la classe ouvrière. Nous aurons l'occasion de voir comment travaillait Marx, mais nous verrons que l'attention de Marx était toujours une attention double. D'une part, une réflexion théorique sur des objets bien précis, et d'autre part, le regard constamment attentif à ce qui se passait dans son temps, c'est-à-dire à la manière dont les prolétaires vivaient leurs conditions d'existence. Cette idée qui est une idée extrêmement riche, il y a un philosophe qui l'a parfaitement exprimée, qui s'appelait Antonio Labriola, et qui est le premier des grands théoriciens marxistes italiens. Il a notamment été le maître d'Antonio Gramsci. Labriola, on a même pu dire de lui qu'il était une sorte de cofondateur, lui aussi, de la théorie. Il avait 25 ans de moins que Marx, ils étaient donc relativement proches, et dans les essais que Labriola consacre à l'ouvrage de Marx et d'Engels, le Manifeste communiste, Labriola utilise des formules qui aujourd'hui me paraissent d'une justesse considérable pour saisir ce processus de la critique interne au rapport de production. Si la bourgeoisie n'est pas encore arrivée partout au terme de son évolution, elle est arrivée certainement en certains pays à son fait. Elle subordonne en effet dans les pays les plus avancés les différentes formes de production plus anciennes, soit directement, soit indirectement,
à l'action et à la loi du capital. Et ainsi, elle simplifie ou elle tente à simplifier les différentes luttes de classe d'autrefois, qui alors s'élidaient par leur multiplicité à cette unique lutte entre le capital qui convertit en marchandises tous les produits du travail humain indispensables à la vie et la masse prolétarisée qui vend sa force de travail, devenue elle aussi simple marchandise. Le secret de l'histoire, c'est simplifier. Il est tout prosaïque, et de même que la lutte de classe actuelle est la simplification de toutes les autres, de même le communisme du manifeste simplifie en formules théoriques, rigides et générales, la suggestion idéologique, éthique, psychologique et pédagogique des autres formes du communisme, non pas en les niant, mais en les élevant. Tout est prosaïque, et le communisme lui-même participe de ce caractère. Il est maintenant une science. Aussi n'y a-t-il dans le manifeste ni rhétorique, ni protestation. Il ne se lamente pas sur le paupérisme pour l'éliminer, il ne répand de larmes sur rien, les larmes des choses se sont transformées d'elles-mêmes en force revendicatrice spontanée. Vous voyez ce que dit ce texte et qui est extrêmement important. Labriola parle des larmes des choses. Il dit les larmes des choses deviennent elles-mêmes une force revendicatrice. Un peu plus loin dans un autre texte, Labriola dira tout simplement le communisme c'est un processus autocritique. C'est l'autocritique de la réalité elle-même. Et par ailleurs, puisque nous avons passé quelques instants la dernière fois à chercher le nom de la théorie, lorsque nous avons vu que les équivalents qui lui avaient été proposés ne convenaient pas, et laissaient tous un excédent, je ne laisse pas passer l'occasion de rappeler que Labriola est peut-être celui qui a été le plus près de donner un équivalent juste au mot marxisme, qui a donc été retenu par défaut, dans la mesure où Labriola définissait le marxisme tout simplement comme le communisme critique. Mais par critique, il faut entendre cette autocritique, il faut entendre les larmes qui sont dans les choses. Dans ce texte, Labriola nous suggère d'autres idées. Il nous suggère notamment, quand il dit « tout est prosaïque », tout est devenu prosaïque. En italien, c'est peut-être plus fort parce que Labriola dit « siamo alla prosa ». Nous en sommes à la prose. Ça veut dire que c'en est fini avec l'utopie, avec la poésie des rêveries sur les cités idéales. Et pour dire ce qu'il veut dire, quand il parle de prose, il établit, vous l'avez vu à la fin du texte, une liaison entre la notion de science et la notion de classe ouvrière. Demandons-nous si cette liaison est une liaison arbitraire. La réponse est négative. Cette liaison n'est pas arbitraire et je n'en donnerai qu'un témoignage. Il s'agit de celui d'un ouvrier qui s'appelait Ditzgen, qui était un artisan, qui était un autodidacte. Et comme un certain nombre d'artisans de l'époque, Ditzgen était un contemporain de Marx, il s'intéressait aux publications en matière d'économie politique. Et puis un jour, Ditzgen, dans ses lectures, rencontre Marx. Il est tellement enthousiaste qu'il ne résiste pas au plaisir d'écrire à Marx, et sa lettre commence de la manière suivante. Il lui dit « Cher monsieur, j'ai lu votre ouvrage, il s'agit ici de la première partie du Capital, il lui dit « Vous avez bien mérité de la science et tout particulièrement de la classe ouvrière. » Voilà une déclaration qui est stupéfiante. Déclaration qui est stupéfiante parce que cette association entre la science et la classe ouvrière a largement de quoi surprendre. Toute science, naturellement, rend service à la classe ouvrière comme à n'importe laquelle des classes ou des groupes sociaux de la société. Mais Ditzgen vise autre chose. Ditzgen vise l'étroite complicité qui existe entre le discours théorique de Marx et les intérêts qui sont ceux des prolétaires de la société capitaliste. Remarquons que tout au long de sa vie, Marx a eu d'excellents amis qui étaient des savants, qui étaient des poètes, mais ses amis les plus fidèles étaient assurément des ouvriers, en particulier des Allemands, qui étaient issus de couches de l'artisanat. Et n'oublions pas que Marx dédicace le Capital au fils de paysans fort pauvres, qui étaient devenus à la force du poignet, si l'on peut dire, instituteurs, qui s'appelait Wilhelm Wolff. Il est intéressant de voir donc que c'est un homme tout à fait modeste auquel est dédié le Capital. Marx voulait par là souligner la nature de sa démarche, qui est donc éloignée de la démarche philosophique traditionnelle.
Ceci nous amène tout naturellement à nous poser la question de savoir quel était l'objet de Marx. Nous pouvons maintenant aborder cette question tout simplement parce que nous venons de le dire. Quel était l'objet de Marx ? L'objet de Marx, c'est ce qu'il appelle la société capitaliste. Parfois, il dit la société moderne. Parfois, il dit aussi la société bourgeoise. Et ce que ces termes, qui sont tous synonymes, désignent, c'est tout simplement les rapports capitalistes de production. Autrement dit, une certaine forme de production sociale qui a engendré une certaine forme de société et qui est donc apparue à un moment donné de l'histoire. Autrement dit, qui caractérise la société moderne, celle qui, par exemple, en France, a succédé à la Révolution de 1789, qui a donc succédé à la société féodale et à la royauté, et qui est la société dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Il y a un texte, et un seul, dans lequel Marx a présenté son objet, c'est-à-dire ce dont il allait faire à la fois l'exposition et proposer la critique, c'est-à-dire le monde qu'il fallait changer. Ce texte, c'est celui de la préface, c'est un texte très connu, c'est celui de la préface de la contribution à la critique de l'économie politique, dans laquelle Marx nous rappelle quel a été son itinéraire. Ce texte, avec Catherine Gauthier, nous allons le voir, parce qu'il doit être lu avec attention, et puis nous essaierons de comprendre pourquoi ce texte a littéralement obsédé pendant des décennies toute la tradition marxiste. Un peu comme si les marxistes n'avaient pas autre chose, du point de vue d'une présentation synthétique de la théorie de Marx, pas autre chose à se mettre sous la dent. Et par conséquent, ce texte a été l'objet de lectures dont je mentionnerai quelques-unes, tout à fait considérables, nombreuses et surchargées. Pour nous, dans la mesure où il nous dit ce qu'il en est de l'objet de Marx, il nous faut maintenant l'écouter attentivement. Le résultat général auquel j'arrivais, et qui une fois acquis servit de fil conducteur à mes études, peut brièvement se formuler ainsi. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle dans son ensemble. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. La transformation dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toute l'énorme superstructure. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel des conditions de production économique, constaté avec la rigueur des sciences de la nature, et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne se substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se propose jamais que des tâches qu'elle peut résoudre, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que la tâche elle-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour la résoudre existent déjà, ou du moins sont en voie de le devenir. Vous voyez comme ce texte est significatif.
Chaque fois que l'on fait l'expérience avec des étudiants, notamment des étudiants de première année, ou même des élèves des classes terminales, de le leur lire, ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'ils connaissaient déjà ou dont ils avaient entendu parler. D'abord parce qu'un certain nombre de formules sont littéralement tombées, là aussi, dans le domaine public, presque dans la langue courante, lorsqu'on dit « ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais c'est leur être matériel qui détermine leur conscience », on a presque affaire à une maxime. C'en est une autre que la dernière phrase qui a été lue par Catherine Gauthier, où Marx dit « l'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle a la capacité de résoudre. Un problème n'est mûr que lorsque sont mûres les conditions pour lui apporter une solution. » Mais il y a dans ce texte aussi bien d'autres choses. Il y a le fait que cette page est une sorte de concentré de concepts qui sont devenus familiers des sciences humaines aujourd'hui. Vous en avez remarqué quelques-uns au passage. Reprenons-les. La distinction que Marx fait, par exemple, entre la base économique ou la base matérielle et ce qu'il appelle la superstructure. C'est une distinction qui est bien connue, ça qui est devenue familière. La base, ce sont précisément les conditions dans lesquelles les hommes produisent et reproduisent leur existence. La superstructure, Marx le dit là-dedans, dans une métaphore qui est un peu maladroite parce qu'elle est trop large. Il dit, sur cette base s'élève une énorme superstructure. Cette superstructure, c'est quoi ? Eh bien, il énumère les domaines. Il dit, ce sont les domaines de la politique, de la religion, de la philosophie, de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que pour comprendre un ensemble d'idées, pour comprendre une idéologie, il faut la référer non pas du tout aux opinions que les hommes ont dans la tête, à ce qu'ils pensent, à ce que les théoriciens ont pu créer, mais il faut au contraire les référer aux conditions matérielles de leur époque et essentiellement aux conditions économiques. Ces conditions économiques, cette base, Marx l'a définie à travers deux autres notions qui sont largement, elles aussi, devenues familières. Celle des forces productives. Et n'oublions pas que parmi les forces productives, il y a avant tout les hommes, dans la mesure où ce sont les hommes qui sont les créateurs de richesses. Et d'autre part, les rapports de production. Marx évoque aussi les rapports juridiques, les rapports de propriété. Les rapports de propriété, les rapports juridiques sont le lieu social dans lequel se manifestent les forces productives et les rapports de production. Marx nous donne aussi, dans ce texte, vous voyez à quel point il est riche, il nous donne aussi tout simplement une définition de la révolution. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il parle de révolution ? C'est-à-dire quand il parle d'un changement social. Il nous dit, ce sont les forces productives qui sont devenues trop fortes pour se laisser emprisonner par les rapports de production. Et alors les forces productives, comme un corps d'adolescent, se mettent à déchirer les vêtements qui sont devenus trop étroits. Marx dit à ce moment-là s'ouvre une période de révolution sociale, mais il ajoute, cette période de révolution, c'est dans un second temps seulement qu'elle passe de la transformation des rapports économiques à la transformation, disons, des idéologies ou des idées, c'est-à-dire de la religion, de la philosophie, des formes de l'art, de la littérature, etc. Bien, ces concepts sont utilisés aujourd'hui aussi bien par ceux qui se réclament de Marx que par ceux qui le critiquent ou qui le réfutent. Disons qu'ils sont devenus une sorte de domaine commun des sciences humaines. Les historiens utilisent ces concepts, mais aussi les spécialistes de l'histoire et de la critique littéraire, etc. Ce à quoi je faisais allusion avant la lecture de Catherine Gauthier, c'était à cet autre fait que ce texte, dans la mesure où il représente une page unique par son caractère bref, synthétique et, disons, pédagogique de la théorie de Marx par lui-même, ce texte a été l'objet de références et de lectures constantes. Nous aurons l'occasion de revoir ça quand je ferai des remarques sur l'histoire du marxisme dans la 3e leçon. Mais disons tout de suite que la lecture qui a été longtemps dominante est ce qu'on peut appeler une lecture économiste
une lecture mécaniste. Et écoutons bien ce que dit ce mot de mécanisme. C'est-à-dire une conception de l'ensemble de la structure sociale qui l'assimilerait à un mouvement, au mouvement d'un moteur d'une voiture ou au mécanisme d'une horloge, où les choses se passeraient ainsi. Il y a des phénomènes économiques qui sont déterminants pour les hommes, et tout se trouve sous la dépendance de ces phénomènes économiques. Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire la société politique, donc l'État, donc le droit, mais aussi toutes les formes de pensée. Ce que Marx, de deux termes que l'on peut considérer comme synonymes, appelle parfois les superstructures, le mot dit bien ce qu'il veut dire, ce qui est au-dessus de la structure, et les idéologies. Partant de là, qu'est-ce qu'on a pu en tirer? C'est facile à conclure. On a pu en tirer une conception de la révolution qui consistait à dire « transformons les rapports de production », et puis le reste, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire l'idéologie, c'est-à-dire les courants de pensée, suivront. L'expérience historique a prouvé, notamment dans les pays se réclamant du socialisme, que les choses ne se passent pas comme ça. Et que la résistance et le poids des idéologies est tel qu'ils ne suivent pas comme les wagons d'un train qui suivraient la locomotive. Voilà une lecture. Cette lecture transposée, par exemple, dans le domaine auquel je faisais allusion précédemment de la critique littéraire, va donner ceci. C'est un peu ce qu'a fait Lukács, mais enfin Lukács l'a fait avec beaucoup plus de maîtrise que ce que je vais dire, et qui est assez caricatural. Prenons une œuvre comme celle de Balzac. Eh bien, nous dirons, Balzac a écrit un certain nombre de romans. Ces romans mettent en œuvre, mettent en scène, littéralement, des gens de son époque. Balzac a appréhendé ce qu'il appelait lui-même la comédie humaine. Comment comprendre l'œuvre de Balzac? Eh bien, il faut regarder l'histoire, il faut regarder les rapports sociaux, les conditions économiques dans lesquelles se trouvaient les héros de Balzac. Et en fin de compte, je vais expliquer l'œuvre de Balzac par les conditions économiques de son époque. Ça, je peux le faire, et il est souhaitable d'ailleurs de le faire, et c'est utile. Mais une fois que j'ai fait ça, la question du génie de Balzac demeure. Il faut donc nuancer. Mais disons que cette lecture a été la lecture dominante. C'est celle qui simplifiait tout. C'est celle qui rendait le processus révolutionnaire accessible et je dirais presque facile à faire. Une lecture naturellement plus critique de ce texte nous aide à montrer, y compris dans les propos mêmes de Marx, que les choses naturellement ne sont pas aussi simples. Par exemple, lorsque Marx établit un rapport entre les forces productives et les rapports de production, le texte lui-même, surtout si on les voit à travers la médiation des rapports juridiques, le texte lui-même laisse entendre que la relation des rapports de production aux forces productives est plus complexe et disons plus dialectique, assurément, que la lecture dominante et rapide qui en a été faite. On ferait les mêmes remarques concernant le droit. On ferait les mêmes remarques concernant, disons, l'ensemble des superstructures et des idéologies, puisqu'après tout, que nous dit Marx à la fin de ce texte? Il dit les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ces transformations. Ça veut donc dire que les processus de transformation, et à plus forte raison le processus révolutionnaire, qui à une époque historique déterminée, se produit dans la base économique, c'est-à-dire au niveau de cette contradiction entre les forces productives et les rapports de production, n'est pas transparent. Les hommes l'expérimentent et le pensent à travers les formes idéologiques qui sont les leurs, c'est-à-dire par exemple à travers des formes religieuses. Nous avons vu le cas, et même récemment sous nos yeux, à l'époque contemporaine, des dominés s'engager dans des révolutions sur des motifs qui n'étaient pas du tout la lecture du Capital, qui étaient des motifs religieux. On peut concevoir aussi des motifs philosophiques. Retenons en tout cas la forte présence qui paraît absente de ce texte de l'imaginaire et de ce que Marx appelait le fantastisch, c'est-à-dire le reflet fantastique, qui est sans doute le reflet déformé de la réalité telle qu'on peut l'observer scientifiquement, mais qui est en tout cas la manière existentielle de percevoir cette réalité. Je reviens donc à l'idée qui nous sert de guide ici.
Le seul objet de Marx, ce sont les rapports capitalistes de production, c'est-à-dire fondamentalement, sans entrer ici dans le détail économique du capital, ce qui nous entraînerait trop loin, et qui aujourd'hui est devenu aussi largement familier, la contradiction entre le capital et le travail salarié, ce que Marx, dans une expression qu'il utilisait en français, appelait le travail sans phrase, le travail tout court, autrement dit, la bipolarisation, au moins tendancielle qui est celle de la société, entre la bourgeoisie d'une part et la classe des travailleurs d'autre part. Ça, c'est l'objet de Marx, l'objet sur lequel il n'a pas cessé de travailler. Et la mort le surprend alors qu'il n'en avait pas fini avec ce travail. Ceci précisé, qu'est-ce que nous sommes amenés à nous poser comme question ? La première, c'est celle qui consisterait à se demander, est-ce vraiment le seul objet de Marx ? La réponse doit être affirmative. Seulement cette réponse affirmative, il nous faut immédiatement la nuancer de la considération des autres objets qui n'ont pas été travaillés par Marx, mais pour lesquels il a ouvert de véritables chemins de recherche. Par exemple, si l'essentiel de son œuvre est consacré au rapport capitaliste de production, il a donné des indications qui ont été reprises, corrigées, rectifiées, étendues par les historiens concernant le mode de production historiquement antérieur au mode de production capitaliste, c'est-à-dire le mode de production féodal, ou ce qu'on a appelé le mode de production esclavagiste. Marx a donné des indications aussi sur des modes de production qui ne se rencontrent pas dans le développement historique de l'Occident, de notre Occident à nous, mais qui se rencontrent ailleurs et que Marx appelait le mode de production asiatique, c'est-à-dire des sociétés où l'État orchestrait et encadrait littéralement la société civile. Ces sociétés qu'on appelle parfois les sociétés des grands travaux, les sociétés hydrauliques, comme la société ancienne. Dans cette voie, d'ailleurs, d'autres théoriciens, marxistes et non marxistes, se sont engagés. Même chose en ce qui concerne un domaine sur lequel Marx ne sait presque rien, qui est le domaine des sociétés musulmanes. Et un certain nombre de chercheurs se sont posé la question de savoir pourquoi l'islam, dans son développement historique, alors qu'il avait été largement à l'avant-garde après le Moyen-Âge de la civilisation, n'a pas connu le capitalisme, c'est-à-dire ce considérable développement des forces productives. Bien, un chercheur comme Maxime Rodinson s'est penché là-dessus. D'autres se sont interrogés sur ce qu'on a appelé parfois les modes de production africains, c'est-à-dire qui se réfèrent au lignage, qui se réfèrent à la parenté. Ceci pour dire que l'objet de Marx ouvre des chemins considérables à la recherche et que dans cette recherche se sont engagés de très nombreux spécialistes des sciences humaines, marxistes ou non marxistes, ou des fois marxistes sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose en l'ignorant. Maintenant, l'environnement de cet objet, il est très clair, c'est celui que nous avons dit. C'est la lutte de classe. C'est fondamentalement à l'intérieur de la lutte de classe que les dominés doivent frayer leur chemin pour accélérer le processus révolutionnaire et par conséquent changer le monde. C'est-à-dire y compris les manières de penser, les manières de sentir, les manières de se représenter, tout ce qui concerne l'idéologie. Je vais vous donner une anecdote curieuse. En 1909, oui, je crois que c'est en 1909, une des premières revues marxistes qui se prétendait internationale et qui s'appelait justement International Review of Socialism. Cette revue, en 1909, publie sur une de ses pages un petit encadré publicitaire dans laquelle on lit ceci, The Class Struggle, la lutte de classe, un nouveau jeu socialiste, c'est à la fois divertissant et très bon pour la propagande. On n'a jamais pu retrouver ce qu'était ce jeu, mais vous avez là une indication de ce qui est effectivement essentiel, et nous aurons l'occasion de le voir à la prochaine émission. C'était un cours destiné aux étudiants de première et seconde année, unité d'enseignement 202, fait par Georges Labica, professeur à l'Université de Paris X Nanterre, avec la participation de Catherine Gauthier, prise de son Marcel Lebras.